Mon beau-père m'a frappé parce que j'ai refusé de me porter garante pour ses prêts. Et quand je me suis tourné vers ma mère pour qu'elle me réconforte, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ne fais pas comme si tu étais la victime ici. Restez avec moi pendant que je vous raconte ce qui s'est réellement passé. Et si mon histoire vous touche, n'oubliez pas de me montrer votre soutien en vous abonnant, en aimant et en partageant avec les gens que vous aimez. Je m'appelle Keisha Latimore. J'ai 22 ans et je me bats depuis toujours pour me construire une vie meilleure. Je suis étudiante en soins infirmiers, le genre de personne qui croit au travail acharné et qui veut voler de ses propres ailes. Mais avant d'en arriver là, la vie à la maison était un champ de bataille que je n'avais pas demandé. Quand j'avais 11 ans, ma mère s'est remariée. Il s'appelait Maurice Banton. Au début, il semblait charmant. Il avait un sourire qui laissait croire aux gens qu'il était un homme bon, du genre à prendre soin d'une famille. Ma mère, Loretta, était persuadée qu'il était tout ce qu'elle avait toujours attendu. J'essayais d'y croire aussi. Je voulais tellement qu'il soit le genre de beau-père qui m'encouragerait lors des événements scolaires, qui me soutiendrait quand j'étais en difficulté. Mais Maurice ne m'a jamais regardé comme sa fille. Il me voyait comme un outil, quelque chose qu'il pouvait utiliser. Il faisait de petites remarques, me disant comment je devrais envisager mon avenir, mais jamais de manière encourageante, toujours d'une façon qui lui était bénéfique. Il voulait que je grandisse vite et que je sois utile. Je me souviens encore de la façon dont il s'interposait entre ma mère et moi lorsque nous nous disputions. Il s'arrangeait toujours pour inverser les rôles, de sorte que j'ai l'air d'être le problème. Et ma mère, elle le défendait toujours. Quoi qu'il fasse, elle avait une excuse prête. Il ne le pensait pas, Keisha, disait-elle. Ou alors, tu es trop sensible. Au bout d'un certain temps, j'ai cessé d'espérer qu'elle prenne mon parti. À l'âge de 18 ans, Maurice a commencé à montrer encore plus son vrai visage. Il parlait d'argent tout le temps, de prêts, de crédits, de transactions commerciales. Il ne me demandait pas de conseils, cependant. Il voulait que je signe des papiers pour lui. Il n'arrêtait pas de dire « Nous sommes ta famille. La famille s'entraide. » Mais j'étais plus avisé. Je savais que son « aide » signifiait que je serais coincé avec ses dettes pour le reste de ma vie. Plus je disais non, plus il s'énervait. Ma mère ne m'a pas soutenu. Elle m'a traité d'égoïste et d'ingrate. Comme si je les trahissais en protégeant mon avenir. Je me sentais tellement piégé, comme si les gens qui étaient censés s'occuper le plus de moi s'étaient transformés en étrangers. Ce n'était que le début. Je n'avais aucune idée de l'ampleur des événements, ni de la douleur que cela me causerait lorsque les personnes que j'aimais le plus me montreraient qui elles étaient vraiment. Depuis que je me souvienne, Maurice ne m'a jamais traité comme sa fille. Pour lui, j'étais juste quelqu'un qu'il pouvait utiliser chaque fois qu'il avait besoin d'une faveur ou de quelqu'un pour couvrir ses erreurs. Il ne m'a jamais encouragé à l'école, ne m'a jamais demandé comment s'était passée ma journée. Il ne voulait que des choses de moi, et il a rendu très clair que ma valeur à ses yeux résidait dans ce que je pouvais faire pour lui. Ma mère, Loretta, a rendu les choses encore plus difficiles. Quoi que Maurice dise ou fasse, elle le couvrait toujours. S'il me rabaissait ou essayait de me faire sentir insignifiante, elle l'ignorait ou même lui donnait raison. « Keisha, tu réagis de manière excessive, disait-elle, ou « il essaie juste de t'enseigner la responsabilité. » J'ai commencé à me sentir invisible, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. C'était comme si ma mère l'avait choisi lui plutôt que moi. Et cette prise de conscience m'a blessé plus profondément que tout ce que Maurice ait jamais dit. La tension a atteint son paroxysme autour de mon 18e anniversaire. Au lieu de célébrer cette étape importante de manière normale, Maurice a décidé que c'était le moment idéal pour me faire pression afin que je co-signais des prêts pour lui. Il a essayé de rendre cela raisonnable, disant que c'était pour une opportunité commerciale ou un investissement qui bénéficierait à la famille. Mais je le connaissais trop bien à ce moment-là. Ses idées étaient irréfléchies, et il n'avait aucune intention de rembourser quoi que ce soit. Je comprenais très bien ce qui se passerait si j'acceptais. Je serais tenu responsable de ses erreurs. Je lui ai dit non, fermement et sans hésitation. J'ai expliqué que je ne pouvais rien signer qui risquerait mon avenir. Je m'attendais à une certaine résistance, peut-être de la colère, mais rien ne m'a préparé à ce qui a suivi. Au lieu de reconnaître mon raisonnement, ma mère s'est retournée contre moi. Loretta m'a accusé d'être avare et ingrate, me faisant sentir coupable de refuser d'aider l'irresponsabilité de son mari. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. La personne qui était censée me protéger, qui était censée m'aimer inconditionnellement,
se tenait aux côtés de l'homme qui se servait de moi. Cette nuit-là, j'ai ressenti un mélange de frustration, de tristesse et de trahison. Ce n'était pas seulement que Maurice voulait que j'assume ses dettes. C'était que ma propre mère l'avait choisi lui plutôt que moi. J'ai réalisé alors que je ne pouvais pas compter sur eux pour du soutien ou des conseils. Je devais commencer à penser à ma propre sécurité, à mon propre avenir, et à comment me protéger des personnes qui étaient censées s'occuper de moi le plus. Ce fut une leçon douloureuse, mais ce fut aussi un tournant. J'ai commencé à voir la vérité derrière le charme, les signaux d'alarme qui étaient là depuis le début. J'ai compris que me défendre n'était plus une option. C'était une nécessité. Ce moment a marqué le début de la reprise de contrôle de ma vie, même si cela signifiait affronter les personnes qui étaient censées m'aimer. La confrontation et la trahison un soir, la tension à la maison a atteint son apogée. Maurice me pressait toute la semaine de co-signer un prêt pour une opportunité commerciale qui, selon lui, allait tout changer. J'avais refusé à chaque fois, mais cette nuit-là, il m'a coincé dans le salon, ses yeux clignotant d'impatience et de colère. Au moment où j'ai essayé de quitter la pièce, il m'a bloqué le passage, me dominant comme si mon refus était une sorte d'attaque personnelle contre lui. Il s'est penché près, sa voix basse mais acérée, répétant son exigence. Signe le prêt de $20 000. Keisha, tu fais partie de cette famille. Tu es censé aider, a-t-il dit, essayant de me culpabiliser, d'essayer de me faire sentir que je lui devais quelque chose. J'ai secoué la tête, refusant de céder. Ma voix était stable, même si mon cœur battait la chamade. Non, Maurice. Je ne signerai rien. Je ne prendrai pas la responsabilité de tes erreurs. Cela n'a fait que le rendre plus furieux. Soudain, sans aucun avertissement, il m'a giflé en travers du visage. Le son a résonné dans la pièce, sec et terrifiant. J'ai trébuché en arrière, choqué, plus par le fait qu'il ait franchi une limite que je n'aurais jamais pensé qu'il franchirait que par la douleur physique. Ma joue me brûlait, mon esprit s'emballait, et j'ai ressenti une réalisation froide et accablante que l'homme que j'avais été forcé d'appeler beau-père n'avait aucune limite lorsqu'il s'agissait de me contrôler. Avant que je puisse me ressaisir, ma mère est entrée. J'ai pensé qu'elle s'interposerait, qu'elle me protégerait, mais ce qu'elle a fait à la place a tout empiré. Les yeux de Loretta ont rencontré les miens, et elle n'a pas vu une fille blessée. Elle a vu un problème qu'elle ne pouvait pas résoudre. Ne fais pas comme si tu étais la victime ici. Tu l'as provoqué, a-t-elle dit, ces mots me frappant comme une autre gifle. J'ai gelé. La trahison a frappé plus fort que la main de Maurice ne l'aurait jamais pu. Voici ma mère, la personne que j'avais espéré me protéger quoi qu'il arrive, se tenant derrière lui, me disant que j'étais en quelque sorte fautive. J'avais envie de crier, de lui dire qu'elle avait tort, que c'était lui qui avait perdu le contrôle, mais les mots ne sortaient pas. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Au lieu de réconfort ou de sécurité, je me suis senti seul, piégé entre un homme qui me blessait et une mère qui choisissait de le défendre. La pièce est devenue suffocante. Chaque mot, chaque regard échangé entre eux le rendait clair. Mon refus d'adhérer aux plans imprudents de Maurice avait fait de moi l'ennemi. La personne qui était censée me nourrir et me guider m'avait tourné le dos, me laissant faire face aux conséquences seul. J'ai réalisé à cet instant que rester là n'était pas seulement douloureux, c'était dangereux. J'ai passé le reste de cette nuit assise tranquillement, essayant de tout assimiler. Je pouvais sentir la colère bouillonner en moi, mais plus que cela, il y avait de la clarté. J'ai compris que je ne pouvais plus dépendre de ma mère ou de Maurice pour quoi que ce soit. Je devais trouver ma propre force, ma propre façon de me tenir droite. Cette nuit-là a marqué le début d'un choix. Soit rester une victime dans cette maison, soit faire les premiers pas vers ma propre protection et mon avenir. La fuite et le soutien, le choc de cette nuit ne s'est pas estompé, il s'est juste installé plus profondément dans ma poitrine. Je suis resté assis sur mon lit pendant longtemps, fixant le mur, ma joue me piquant toujours de la gifle de Maurice. Chaque mot que ma mère avait dit se rejouait dans mon esprit, chacun coupant plus profondément que le précédent. La personne qui était censée m'aimer inconditionnellement, qui était censée me protéger, avait non seulement échoué, mais s'était rangée du côté de l'homme qui m'avait blessé. Ma maison, l'endroit que j'avais toujours considéré comme sûr, est soudainement devenue suffocante, comme une cage dont je ne pouvais pas m'échapper. J'ai alors réalisé, avec une clarté à la fois terrifiante et libératrice, que je ne pouvais plus rester là. Rester signifierait accepter leur trahison, faire semblant que leur choix ne me faisait pas de mal, et je ne pouvais pas faire ça.
J'ai attrapé un sac, y jetant à la hâte des vêtements, mes livres d'école et tout ce que je pouvais transporter. Chaque mouvement était alimenté par un mélange de peur, de colère et de détermination. Je ne savais pas ce qui m'attendait dehors, mais je savais que cela devait être mieux que ce que je vivais. J'ai appelé Chandra Ellis, ma meilleure amie, et elle n'a pas hésité. En quelques minutes, elle était à ma porte, m'aidant à charger mes affaires dans sa voiture. Sa présence était un soulagement dont je n'avais pas réalisé que j'avais désespérément besoin. Elle n'a pas posé de questions, ni jugé. Elle a simplement ouvert sa maison et ses bras à moi, et pour la première fois cette nuit-là, j'ai senti une petite lueur de sécurité. Une fois chez Chandra, je me suis effondré sur son canapé et je me suis simplement laissé aller. Les larmes que j'avais retenues toute la journée ont finalement coulé, coulant sur mon visage alors que je racontais, par fragments, ce qui s'était passé. Chandra s'est assise à côté de moi, me tenant, me laissant pleurer, murmurant que ce n'était pas ma faute, que je ne méritais rien de tout ça. Ses mots étaient doux, réconfortants, et pourtant ils portaient le poids d'une vérité que j'avais besoin d'entendre. Je n'étais pas à blâmer, et je n'avais pas à rester là où je n'étais pas valorisé. À mesure que la nuit avançait, j'ai pleuré non seulement pour la gifle, mais pour tout ce qu'elle représentait. Les années à me sentir invisible, les innombrables fois où ma mère a choisi Maurice plutôt que moi, et la réalité de ce que la famille pouvait parfois être. J'ai réfléchi à la vie que j'avais imaginée pour moi-même, et j'ai réalisé que si je voulais ne serait-ce qu'une chance de liberté et de bonheur, je devais couper les liens qui me liaient à leur toxicité, du moins pour l'instant. Au moment où j'ai finalement cessé de pleurer, l'épuisement avait pris le dessus, mais avec lui est venue une résolution que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me suis juré de ne jamais oublier ce qu'ils avaient fait, et plus important encore, de ne jamais leur pardonner pour cette nuit-là. Leur trahison m'avait montré exactement qui ils étaient, et j'ai promis que je construirais ma vie selon mes propres conditions, sans leur approbation, sans leur interférence, et sans jamais laisser leurs actions définir ma valeur. Cette nuit-là a marqué le début de mon voyage, le premier pas vers la prise de contrôle de ma vie, et la réappropriation du pouvoir qu'ils avaient essayé de me voler. La construction d'une nouvelle vie à vie seule était plus dure que je ne l'avais jamais imaginé. Les premières semaines ont été un tourbillon d'emménagement, de déballage et de découverte de la façon de survivre sans personne sur qui compter. J'ai vite réalisé que l'indépendance avait un prix. J'avais 2 emplois à temps partiel juste pour couvrir le loyer, l'épicerie et mes frais de scolarité. Chaque matin, je me réveillais avant le lever du soleil pour me préparer pour mes quarts, et chaque soir, je rentrais complètement épuisé, seulement pour me forcer à étudier pour les cours d'infirmerie qui semblaient interminables. Il y avait des jours où mon corps réclamait du repos et mon esprit suppliait pour une pause, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas me permettre d'échouer, pas après tout ce que j'avais traversé. La solitude s'est installée comme une ombre constante. J'ai regretté de ne pas avoir quelqu'un autour qui pouvait comprendre ce que je traversais, qui pouvait célébrer de petites victoires avec moi ou offrir du réconfort pendant les moments difficiles. Chandra est devenue plus qu'une amie. Elle est devenue ma famille. Quand je pleurais pour les plus petites frustrations ou me plaignais de ma fatigue, elle écoutait patiemment, ne jugeant jamais, n'offrant jamais de pitié, juste du soutien. Elle me rappelait la vue d'ensemble lorsque je perdais espoir. Un soir, après m'être plainte de me sentir épuisé et sous-estimé, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Keisha, ton succès sera la revanche qu'ils regretteront pour le reste de leur vie. » Ces mots sont restés gravés en moi, alimentant ma détermination même les jours les plus difficiles. Chaque quart de travail testait mes limites. J'ai appris à gérer des patients difficiles, de longues heures et la pression de prendre des décisions en une fraction de seconde dans un environnement hospitalier. Étudier les soins infirmiers était implacable, mais j'ai lentement commencé à voir des progrès. Chaque devoir que j'accomplissais, chaque examen que je réussissais, devenait une petite victoire qui me rappelait que j'étais en train de construire quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. L'épuisement n'a jamais complètement disparu, mais la fierté que je ressentais pour avoir persévéré malgré tout ce qui s'accumulait contre moi non plus. Le tournant est arrivé le jour de ma remise de diplôme. Vêtu de ma toge et de mon mortier, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement écrasant. J'avais réussi à me maintenir à flot financièrement, émotionnellement et académiquement. Contre toute attente, j'avais réussi. Obtenir mon diplôme avec mention n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était la preuve que je pouvais prospérer sans les personnes qui avaient essayé de me retenir. J'ai pensé à ma mère et à Maurice, à leur choix, à la façon dont ils m'avaient sous-estimé, et pour la première fois, j'ai ressenti une satisfaction tranquille. Peu de temps après l'obtention de mon diplôme,
j'ai décroché mon premier poste à temps plein en tant qu'infirmière aux urgences. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé longues heures, enjeux élevés et immenses responsabilités, mais je l'ai embrassé pleinement. Chaque patient que j'aidais, chaque vie que je touchais, me rappelait ma force, ma résilience et mon indépendance. Je construisais enfin une vie qui était entièrement la mienne, une vie que personne ne pouvait contrôler ou diminuer. Et de cette manière tranquille et satisfaisante, j'ai réalisé que Chandra avait eu raison. Mon succès n'était pas seulement une survie. C'était le genre de victoire qui les ferait regretter de m'avoir jamais douté. L'effondrement et l'appel au secours. Maurice parlait toujours beaucoup de ses entreprises. Il agissait comme s'il avait tout sous contrôle, comme s'il était une sorte de maître d'œuvre qui pouvait transformer n'importe quelle idée en argent. Mais derrière les sourires et les paroles confiantes, ce n'était que poudre aux yeux. Je savais depuis des années que ses plans étaient téméraires, qu'il dépensait plus qu'il ne gagnait, et qu'il comptait sur les autres pour couvrir ses erreurs. Maintenant, en regardant de loin, je pouvais voir tout cela s'effondrer. Une par une, ces prétendues opportunités ont échoué. Des transactions qui promettaient des rendements rapides se sont effondrées. Des investissements qu'ils prétendaient garantis l'ont laissé les mains vides. Ces créanciers ont commencé à appeler plus souvent, exigeant des paiements qu'ils ne pouvaient pas effectuer. Les gens qui hochaient poliment la tête à ces histoires ont commencé à l'éviter, chuchotant des doutes sur sa crédibilité derrière son dos. Maurice, qui avait toujours agi comme un intouchable, semblait maintenant désespéré et débraillé aux yeux de tous ceux qui comptaient. Des rumeurs de ses échecs ont atteint notre famille élargie. Des chuchotements au sujet de ses dettes, de ses paiements manqués et de ses pratiques commerciales douteuses se sont répandus comme une traînée de poudre. Sa réputation, bâtie sur le charme et la confiance, s'est effondrée presque du jour au lendemain. Là où il avait semblé autrefois intrépide et autoritaire, maintenant il semblait vaincu et anxieux, vérifiant constamment son téléphone, faisant les 100 pas et marmonnant sur ce qu'il fallait faire ensuite. Je pouvais presque entendre les murs de sa vie se refermer. Puis sont venus les appels. Au début, je les ai ignorés, les laissant aller à la messagerie vocale. Mais finalement, il a laissé un message qui m'a fait bouillir le sang. Maurice suppliait pour de l'aide. Il voulait que je co-signe des prêts, que je couvre des paiements, que je répare le désordre qu'il avait créé. J'ai écouté, en silence, alors qu'il essayait de détourner les mots et de me culpabiliser pour le sauver des conséquences même qu'il avait causées. Il parlait comme si rien ne s'était jamais passé entre nous, comme si les années de manipulation, de contrôle, et même la nuit où il m'a frappé n'avaient jamais existé. Pendant un instant, j'ai juste fixé le téléphone, mes doigts se resserrant autour de lui. Je pouvais sentir la colère monter, mêlée à un étrange sentiment de satisfaction. C'était l'homme qui m'avait terrorisé, qui avait utilisé la loyauté de ma mère comme bouclier pour m'intimider, maintenant réduit à la mendicité. Je n'ai même pas hésité. Je me suis souvenu de la gifle, de la peur, de la trahison, de la façon dont ma mère l'avait choisi lui plutôt que moi. Cette nuit de douleur est revenue en trombe, vive et implacable. J'ai appuyé sur le bouton de raccrochage. Juste comme ça, j'ai coupé l'appel. Pas de mots, pas de sermon, pas d'explication. Je n'avais pas besoin de me disputer ou de me justifier. L'effondrement de Maurice était le résultat de ses propres choix, de sa propre témérité, et je n'avais aucune obligation de le secourir. À cet instant, j'ai ressenti un pouvoir tranquille, un soulagement auquel je ne m'attendais pas. Il avait causé sa propre chute, et maintenant j'étais libre du fardeau de ses problèmes. Je pouvais regarder de loin alors qu'il faisait face aux conséquences qu'il avait ignorées pendant si longtemps, et je savais, avec une calme certitude, que c'était la justice dans sa forme la plus pure. Le dernier appel et la clôture quelques jours après les appels désespérés de Maurice, mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le nom de ma mère. Pendant un instant, j'ai hésité, ma poitrine se serrant. Une partie de moi voulait ignorer, mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de toutes les années d'amour que j'avais autrefois ressenties pour elle, m'a fait répondre. Keisha, s'il te plaît. Sa voix tremblait à l'autre bout, presque méconnaissable. Elle était chancelante, suppliante, le genre de voix que je n'avais pas entendue depuis des années. On a besoin que tu nous aides. Les factures, la maison, tout. On n'y arrive pas sans toi. Elle semblait désespérée, et pendant une fraction de seconde, j'ai senti le vieil instinct de me soucier de moi me tirailler. Mais les souvenirs étaient trop forts pour être ignorés. Je me suis souvenu de la main de Maurice sur mon visage, de la piqûre brûlante, et surtout, des mots de ma mère alors qu'elle regardait cela se produire. Ne fais pas comme si tu étais la victime ici.
Tu l'as provoqué. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant. Maman, dis-je, ma voix calme mais ferme. Le jour où tu l'as regardé me frapper et que tu l'as défendu, tu m'as perdu. Ce n'était pas juste un moment, c'était un choix. Et ce choix m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans cette famille. Je l'ai entendu halter à l'autre bout, le son lourd de choc et de culpabilité. Ses larmes ont commencé à couler, audibles même au téléphone, et j'ai ressenti une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la pitié. Mais ce n'était pas pour elle. Je n'ai ressenti aucune chaleur, aucun soulagement, aucun apaisement. Tout ce que j'ai ressenti était de la résolution. J'avais passé trop de temps à essayer de me protéger émotionnellement des gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. J'avais survécu à sa trahison, et j'étais devenu plus forte grâce à elle. Elle sanglotait, plaidant à nouveau. Keisha, je suis désolé. J'ai eu tort. S'il te plaît, aide-nous. Je ne peux pas faire ça sans toi. J'ai écouté tranquillement, laissant les mots passer sans les laisser atteindre mon cœur. Je n'avais pas besoin de ses excuses, et je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi je ne pouvais pas aider. La ligne était lourde de silence, puis j'ai finalement parlé à nouveau, doucement mais sans équivoque. J'ai fait mon choix, maman. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Tu as clairement montré qui tu aimais le plus quand ça comptait le plus. Ce n'est pas mon fardeau à réparer. Ses pleurs ont continué, mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai raccroché, laissant la conversation se terminer avec le son de sa douleur résonnant dans mes oreilles. C'était un étrange mélange d'émotions, soulagement, clôture, et une satisfaction tranquille. Pendant des années, je m'étais laissé blesser par leur choix. Mais maintenant, je me sentais intouchable. À cet instant, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le pardon n'était pas à moi de le donner, et l'amour n'était pas une exigence. Ma mère avait fait son choix, et j'avais fait le mien. Je n'avais pas besoin de son approbation, de sa validation ou de sa gratitude. J'avais seulement besoin de continuer à avancer, de construire ma vie selon mes propres conditions, et de laisser les conséquences de ses décisions être les siennes à affronter. Cet appel était la confirmation finale. J'étais libre, résolu, et plus son enfant à manipuler. La vérité révélée et la justice pendant des mois, des parents m'avaient demandé pourquoi je refusais d'intervenir et d'aider ma mère et Maurice. Les réunions de famille étaient remplies de questions murmurées et de regards appuyés. Tout le monde se demandait pourquoi je restais distante, pourquoi je ne répondais pas aux appels, pourquoi je semblais si froide. Certains supposaient que j'étais têtue. D'autres pensaient que j'étais ingrate. J'étais restée silencieuse pendant longtemps, regardant les rumeurs tourbillonner, ressentant le poids du jugement sans dire un mot. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse éternellement. Finalement, j'ai décidé qu'il était temps de rétablir la vérité. J'ai appelé à une réunion de famille, non pas pour argumenter ou supplier pour de la compréhension, mais pour dire la vérité, la vraie. Alors que tout le monde s'installait dans le salon, curieux et tendu, j'ai commencé à parler, ma voix stable, même si mes mains tremblaient légèrement. J'ai parlé de Maurice, comment il n'avait jamais agi comme un père, comment il ne m'avait jamais vu que comme quelqu'un utile, quelqu'un à manipuler et à pressurer. J'ai décrit les demandes incessantes, les mensonges et la façon dont il avait essayé de me rendre responsable de ses décisions irresponsables. Puis je leur ai parlé de la nuit qui a tout changé. J'ai décrit la confrontation lorsqu'il m'a coincé pour le prêt de $20 000, comment il m'avait giflé, et surtout, ce que ma mère avait fait. J'ai répété ces mots exactement tels qu'ils ont été prononcés. Ne fais pas comme si tu étais la victime ici. Tu l'as provoqué. Je leur ai dit à quel point ces mots m'avaient anéanti, à quel point je m'étais senti trahi par la personne même qui était censée me protéger, et comment ce moment m'avait fait réaliser que je ne pouvais plus leur faire confiance. La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais sentir le choc se propager dans la famille, la façon dont leurs expressions sont passées de la confusion à l'incrédulité. Des murmures ont éclaté, des questions se chevauchant, mais j'ai continué sans broncher. Je leur ai raconté comment j'avais travaillé dur pour survivre seul, comment j'avais construit ma vie sans leur aide, et comment chaque fois que ma mère avait défendu Maurice contre moi, cela m'avait profondément blessé. Je n'ai pas évité les faits. Je voulais qu'ils comprennent pourquoi j'avais établi mes limites et pourquoi je ne serais pas manipulé ou culpabilisé pour aider quelqu'un qui m'avait causé du tort. J'ai regardé les visages changer, certains parents luttant pour concilier la mère et le beau-père qu'ils pensaient connaître avec la vérité que je révélais.
J'ai vu des yeux s'écarquiller face à la trahison de ma mère et un mélange de pitié et de colère dirigé contre Maurice pour ce qu'il avait fait. Au moment où j'ai fini de parler, il y avait un lourd silence. La vérité avait été mise à nu, et elle ne laissait aucune place à la mauvaise interprétation. À cet instant, Loretta et Maurice ont été laissés isolés. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière les apparences, ne pouvaient plus manipuler les récits pour se faire passer pour innocents. J'avais dit ma vérité, et elle tenait bon. La famille ne pouvait plus me faire pression ou remettre en question mes choix parce qu'ils savaient exactement pourquoi j'avais agi comme je l'avais fait. Ce n'était pas de l'entêtement, ni de l'ingratitude. C'était de l'autopréservation et de la justice. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti complètement vu et validé, non pas par ma mère, mais par la vérité elle-même, qui m'avait finalement libéré du poids de leurs mensonges et des attentes de tout le monde autour d'eux. Le contraste des destins. La chute de Maurice a été rapide et complète. Ses soi-disant entreprises se sont effondrées les unes après les autres, le laissant noyer dans les dettes. Les créanciers le harcelaient jour et nuit, exigeant des paiements qu'il ne pouvait pas effectuer. La maison dont il se vantait autrefois est devenue une source de stress constant, chaque paiement manquait un rappel de ses échecs. Sa voiture, celle qu'il exhibait lors des événements familiaux, a été saisie après qu'il n'ait pas pu suivre le prêt. Les gens qui hochaient poliment la tête à ces histoires l'évitaient maintenant entièrement, et ceux qui lui avaient fait confiance financièrement lui ont tourné le dos, le laissant avec rien d'autre que le poids de sa propre témérité. Loretta, qui s'était toujours comportée avec un sentiment de fierté et de supériorité, faisait maintenant face à une dure réalité. La grande maison dont elle avait joui et le confort qu'elle avait tenu pour acquis était parti. Elle a été forcée de déménager dans un appartement exigu et modeste avec Maurice, un contraste frappant avec la vie qu'elle avait affichée. L'espace était restreint, les murs minces, et chaque jour était un rappel que les choix qu'elle avait faits, choisir Maurice plutôt que sa fille, se ranger de son côté au lieu de la vérité et de l'amour, avaient des conséquences. Sa fierté, autrefois inébranlable, pliait maintenant sous la pression de la réalité. Pendant ce temps, je construisais une vie qui était entièrement la mienne. Chaque nuit tardive au travail, chaque moment passé à étudier, chaque sacrifice que j'avais fait en jonglant avec 2 emplois avait porté ses fruits. J'avais finalement acheté mon propre condo, un endroit qui n'appartenait qu'à moi. Franchir la porte d'entrée, tourner la clé, et savoir que personne n'avait le pouvoir de me contrôler ou de me menacer dans cet espace me remplissait d'un sentiment de liberté indescriptible. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti pleinement le poids de l'indépendance, et c'était exaltant. Le contraste entre ma vie et la leur était indéniable. Maurice était consumé par ses échecs, frénétique et désespéré, tandis que je prospérais grâce aux résultats de mon travail acharné et de ma persévérance. Loretta, qui m'avait autrefois fait la leçon sur l'ingratitude et l'égoïsme, devait maintenant vivre dans des quartiers exigus avec l'homme dont elle avait excusé et défendu les actions. Leurs jours étaient remplis de tensions, d'inquiétudes, et du rappel constant que le monde ne se pliait pas à leurs caprices. Je n'ai jamais fanfaronné, je n'en ai jamais eu besoin, car la vérité de notre situation parlait d'elle-même. Le karma avait une façon d'équilibrer la balance, et cela se déroulait sous mes yeux. L'indépendance pour laquelle j'avais tant lutté est devenue un témoignage de la vie que j'avais créée, libre de manipulation, d'abus et de trahison. Depuis mon condo, je pouvais voir clairement que le monde avait basculé. J'étais libre, résolu et intouchable, tandis que Maurice et Loretta faisaient face aux conséquences de leur choix. Leur confort était parti, remplacé par la lutte, la tension et le regret. Et là-dedans, j'ai trouvé une satisfaction tranquille. Ma vie, construite selon mes propres conditions, était le reflet ultime de la résilience et de la justice. Un rappel frappant que la façon dont nous traitons les autres finit par nous revenir. La rencontre au supermarché des années plus tard, je faisais des courses dans un supermarché local. Mon esprit était concentré sur la liste des choses que je devais acheter pour la semaine. La vie avait pris un rythme que j'avais construit pour moi-même, stable, indépendant et entièrement le mien. Le condo que j'avais acheté était un sanctuaire, un espace où je pouvais vivre sans peur, sans jugement, sans la manipulation de quiconque. Je me déplaçais dans les allées, confiante et calme, quand quelque chose, ou plutôt, quelqu'un a attiré mon attention. C'était ma mère, Loretta. Elle était complètement différente de la femme que j'avais connue. La présence autrefois fière et autoritaire était partie, remplacée par quelqu'un d'épuisé, vieilli au-delà de ses années. Des rides de stress étaient profondément gravées sur son visage, sa posture légèrement affaissée et ses yeux portaient un mélange de surprise et de quelque chose comme du regret. Elle ne s'attendait pas à me voir, pas ici, pas maintenant.
Je les regardais hésiter, incertaine si elle devait m'approcher ou battre en retraite. Une partie de moi voulait détourner le regard, éviter la gêne, mais une autre partie, calme, délibérée, inébranlable, m'a maintenu stable. Je me suis souvenu de tout. La gifle, la trahison, les années interminables à être sous-évaluées, rejetées et blâmées. Je me suis souvenu de chaque fois où elle avait choisi Maurice plutôt que moi, chaque mot qui m'avait laissé le sentiment d'être invisible. Et dans ce souvenir, j'ai trouvé un étrange sentiment de paix. Elle a finalement fait un pas en avant, sa voix tremblant. « Keisha » commença-t-elle, comme si son seul mot pouvait effacer des années de douleur et d'erreur. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai même pas tressailli. Je pouvais l'entendre commencer à en dire plus, une supplique, des excuses, peut-être même une explication, mais je savais déjà ce que j'avais besoin de faire. Je suis passé devant elle lentement, chaque pas délibéré, calme, stable. Le silence entre nous était puissant. Elle a ouvert la bouche à nouveau, et j'ai ignoré cela. Je ne me suis pas tourné, je n'ai pas hésité, je n'ai pas permis à ses mots ou à sa présence de secouer le contrôle que j'avais sur ma vie. Mon calme, mon sang-froid, mon indépendance, c'étaient mes victoires. Ils étaient la vérité tacite de tout ce qu'elle et Maurice avaient essayé de me prendre, mais n'avaient jamais pu. Alors que je me déplaçais dans le magasin, sa silhouette derrière moi est devenue plus petite, ses appels s'estompant dans le néant. Je n'ai ressenti aucune colère, aucune amertume, seulement un sentiment tranquille et inébranlable de force. Le fait de passer devant elle n'était pas seulement une question de l'ignorer. C'était une déclaration. J'avais survécu, j'avais prospéré, et je l'avais fait entièrement selon mes propres conditions. J'étais intouchable, imperturbable et complètement libre du poids de leur choix. Ce silence, mon refus d'engager la conversation, de justifier, de pardonner, était ma vengeance finale. Ce n'était ni bruyant ni dramatique. Cela ne nécessitait ni confrontation ni dispute. C'était simple, puissante et absolue. Je suis parti en sachant qu'elle ne pourrait plus jamais me contrôler, jamais me manipuler, et jamais diminuer la vie que j'avais construite. Ma marche calme et stable devant elle disait tout ce que les mots auraient pu dire. Et dans cette victoire tranquille, j'ai ressenti un sentiment de clôture que je poursuivais depuis des années. J'étais libre, résolu et enfin en paix. Question finale: qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place de Keisha? Passer devant votre propre mère après tout cela, ou essayer de la confronter une dernière fois? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et si vous aimez les histoires réelles et puissantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais en manquer une nouvelle.